Bonsoir à tous, vous suivez le 23h. Merci d'être avec nous au sommaire de l'actualité. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie se renforcent. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a reçu en audience le président du Conseil économique et social de la Jordanie, accompagné d'une forte délégation de cette instance. Plusieurs points ont été abordés durant cette rencontre. Le point dans ce journal. Souleymane Diarra-Souba, ministre en charge du commerce, rassure les populations qu'il n'y aura pas de pénurie de riz sur le marché ivoirien. Le gouvernement et les acteurs de la filière main dans la main pour maîtriser l'augmentation du prix de cette denrée très consommée en Côte d'Ivoire. Vous le verrez dans cette édition. Le ministre des Sports, Dan Paulin, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du stade Laurent Pocou de San Pedro, une infrastructure pouvant accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Voici pour les titres. Ouvrons cette édition avec un mot de diplomatie. Kandia Kamara, chef de la diplomatie ivoirienne, a reçu en audience le professeur Moussa Moufadi Ayoub, président du Conseil économique et social de la Jordanie. Au menu des échanges, le renforcement des relations socio-économiques entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie. Le compte rendu d'Angela Diallo. Moussa Moufadi Ayoub Chtewi, président du CESEC de la Jordanie, reçu en audience par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara. Le président de l'institution jordanienne témoigne de l'excellence des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Une rencontre fructueuse avec elle. Elle nous a prodigué beaucoup de conseils dans le sens de renforcer nos économies mutuelles. Il s'agit en effet d'organiser un forum économique que nous avons beaucoup apprécié. Nous espérons continuer à travailler dans ce domaine-là afin de renforcer les liens entre Abidjan et Amman. Cette visite de la délégation jordanienne est à mettre à l'actif du président du CESEC, Dr Eugène Akawele. Nous sommes une chambre consultative dont la mission principale est de donner des avis sur des problèmes qui relèvent de ses compétences économiques, sociales, environnementales et culturelles, qui doit être également un creuset d'informations crédibles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons facilité la venue de notre homologue ici. Pour la ministre d'État, Kandia Kamara, les opportunités offertes en Côte d'Ivoire sont favorables à l'investissement. C'est une visite de courtoisie. Mais nous avons profité de cette occasion pour non seulement leur souhaiter la bienvenue, mais échanger avec eux sur les opportunités qui s'offrent à la délégation jordanienne et à tous les Jordaniens ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, nous avons parlé de l'environnement de paix et de sécurité. Nous avons souhaité que les relations qui existent entre nos deux pays puissent se renforcer. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé la mise sur pied d'un groupe de travail devant aboutir à la mise en place d'un forum économique ivoiro-jordanien pour renforcer les relations entre les deux pays. À présent, un communiqué émanant de la CEI, la Commission électorale indépendante, porte à la connaissance des candidats à l'élection des sénateurs et des électeurs que la liste électorale pour le scrutin du 16 septembre 2023 est disponible. Elle est affichée au siège de la CEI à Abidjan, de Plateau, Carrefour Duncan, et peut être également consultée sur le site de la CEI, www.cei.ci. Ouvrons le chapitre sport et direction San Pedro. Les passionnés du football peuvent être fiers de leur nouvel édifice sportif. Le stade Laurent Pocou, du nom du célèbre footballeur ivoirien, est fin prêt après 4 ans de travaux. Ce joyau architectural a été inauguré aujourd'hui par Claude Paulin d'en haut, ministre des Sports, en présence de notre reporter Salif Ouattara. Par ce geste symbolique, le ministre des Sports, Paulin Claude d'en haut, accompagné du ministre gouverneur du Bassa-Sandra, Légré Philippe, et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, ouvre officiellement les portes du stade Laurent Pocou de San Pedro. Accompagné des membres de la famille Ndri Pocou, la délégation a ensuite eu droit à une visite guidée du stade. Les vestiaires, les salles de conférence et annexes, les salons VIP et VVIP, les tribunes et la pelouse. Autant de compartiments visités, avec en prime la remise officielle et symbolique de la clé du stade Laurent Pocou. Moment d'émotion, la famille de Laurent Pocou remet son trophée de meilleur buteur de la CAN 70 à l'État de Côte d'Ivoire. En donnant le nom de Laurent Pocou à ce majestueux stade,
de 20 000 places, construit à l'occasion de la CAN 2023, le gouvernement de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, voudrait rendre un vibrant hommage à tous les sportifs, à toutes ces filles et fils de Côte d'Ivoire, depuis Gabriel Tiako, en passant par Cissé Chek. Grande joie pour les élus et cadres du district du Bassa-Sandra. Nous avons eu la chance, nous, de connaître Laurent Pokou. Nous avons vu ses merveilles à Abidjan et surtout à Rennes. Je pense qu'il mérite ça. San Pedro, commune de San Pedro, banlieue, nous devons être fiers. Chef de l'État nous a construit un stade splendide. C'est un sentiment de fierté, de joie, de considération par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis que nous ayons vraiment ce monument chez nous à San Pedro. Comme cadre, on avait quand même plus de 100 cadres qui ont travaillé en permanence sur l'ensemble de ces projets. L'ensemble de tous les ouvriers, que ce soit des carreleurs, des maçons, des électriciens, des peintres, ce sont des entreprises sous-traitantes ivoiriennes avec lesquelles nous avons travaillé. Démarré le 23 février 2019, pour un coût global de 42 milliards, les travaux du stade Laurent Pokou de San Pedro ont duré 4 ans. Plus de 1000 travailleurs ivoiriens et chinois ont travaillé au couronnement de cet édifice de 20 000 places. Restons au stade Laurent Pokou de San Pedro et retrouvons Cathy Touré qui était d'ailleurs dans l'édition du 20h. Elle nous fait le point de cette grande journée sportive qui s'annonce demain. Eh bien, ici à San Pedro, tout est en train d'être mis en place pour que la fête soit belle. Cette rencontre Côte d'Ivoire-Lesotho comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023 est prévue demain samedi à 16h dans un stade qui porte l'illustre nom de l'homme d'Asmara, le duc de Bretagne ou si vous préférez l'empereur baoulé Laurent Pokou, l'un des meilleurs représentants du football ivoirien. Ce matin, les clés de ce joyau de 20 000 places ont été remises officiellement au ministre des Sports en présence de toutes les autorités de la région et bien sûr de la famille de la légende. En ce qui concerne les athlètes, les 2 équipes sur place depuis jeudi étaient en conférence de presse aujourd'hui même. Et pour ce match, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, a dit qu'il pourrait procéder à plusieurs changements. En effet, le technicien français veut surtout donner la chance aux jeunes de son effectif. On pourrait donc avoir comme titulaire le portier du club de Angers, Yaya Fofana, les défenseurs Ousmane Doumbia et Evans Ndika qui évoluent respectivement au Sporting Portugal et à l'AS Roma. Du côté du Lesotho, malgré l'absence de certains cadres et la non-qualification de l'équipe, l'entraîneur Leslie Notse veut surprendre les Ivoiriens afin de terminer sa campagne en beauté. Ce ne sera donc pas un match de gala demain ici à San Pedro. Après les conférences de presse, les 2 formations ont eu leur entraînement officiel sur une pelouse de qualité mondiale. Les populations de San Pedro, quant à elles, ont hâte de vivre ce moment avec leur sélection et ne demandent qu'une seule chose, que les éléphants de Côte d'Ivoire leur offrent une victoire pour inaugurer leur stade. Il faut donc savoir que ce match Côte d'Ivoire-Lesotho se jouera à guichet fermé. Il n'y aura plus de tickets à vendre ici. Il n'y a pas de tickets, ni des tickets grand public, ni des VIP, ni des VVIP. Donc si vous n'avez pas votre ticket, pas la peine de vous rendre au stade. Restez tranquillement chez vous, devant votre petit écran, bien sûr, branché sur les antennes de la RTI, qui est par ailleurs le diffuseur hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les portes du stade ouvriront à 11h, soit 5 heures avant le match. Le dispositif sécuritaire est déjà visible dans la ville de San Pedro. On demande donc aux populations de se conformer strictement aux instructions qui d'ailleurs tournent en boucle sur les antennes de la RTI. Voilà Kolo Koulibaly avec ce match. La Côte d'Ivoire se met déjà dans les dispositions de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La CAN de l'hospitalité, la meilleure CAN jamais organisée, comme le souhaite notre président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara.
Merci à Cathy Touré pour ces informations. Cathy Touré qui était en duplex dans le 20h avec Kolo Koulibaly. Après le football, place au rugby. Le coup d'envoi de la 10e édition de la Coupe du Monde s'est tenu ce vendredi au Stade de France. Le premier match a eu lieu entre la France et Nouvelle-Zélande, deux équipes dont la rivalité en Coupe du Monde est historique. Le match s'est soldé par la victoire de la France. Notons que cette compétition se tiendra jusqu'au 28 octobre prochain. Intéressons-nous à présent à la journée internationale de l'alphabétisation. Elle se célèbre chaque année le 8 septembre. Objectif, présenter l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens et des associations. Signalons que le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire avoisine les 52%. Des chiffres qui interpellent et pour venir à bout de ce phénomène, le gouvernement prend des mesures. On en sait un peu plus avec Sephora Zegui. Il va nous montrer les syllabes. Dans cette salle de classe, Mamadou, distributeur de marchandises depuis plus de 15 ans. Il a eu une mauvaise expérience du fait de son analphabétisme. Il était loin de s'imaginer qu'il pouvait atteindre ce niveau aujourd'hui. Un jour, je suis allé m'enrouler pour faire mon carte d'identité. Et comme j'ai eu la chance à faire école arabe, dans ma signature, j'avais fait ça en arabe. Et donc, ce n'était pas validé. Vraiment, ça m'a fait beaucoup mal. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai écrit en arabe qu'ils n'ont pas validé. Donc, j'ai dit pourquoi moi aussi, je ne vais pas chercher à apprendre la langue française aussi pour pouvoir me défendre. Pascal Couturier est allé à l'aventure en France il y a quelques années. Sur place, il s'est vu refuser un emploi parce qu'il était analphabète. Son orgueil fouetté, il s'inscrit alors au cours d'alphabétisation. On nous dit, chacun n'a qu'à dire ce qu'il sait faire, n'a qu'à écrire sur un bout de papier. Moi, je ne sais pas écrire. Et c'est quand je suis quitté là-bas, ça m'a choqué. Selon la Banque mondiale, en 2022, le taux d'alphabétisation était de 47% en Côte d'Ivoire et les femmes représentent les 2/3. Qui est donc considéré comme analphabète? La directrice de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants donne des précisions. Une personne analphabète, c'est une personne qui ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer dans une langue donnée. Le temps, les déplacements, les coûts, la pauvreté, autant d'obstacles qui entraînent beaucoup à jeter l'éponge. Confiant que son parcours peut être source de motivation pour d'autres apprenants, Pascal s'invite dans la sensibilisation à l'alphabétisation. Donc, celui qui ne sait pas lire actuellement, il est comme à peu près un aveugle. En cas, j'encourage les frères et sœurs qui sont dans la même situation, il faut qu'ils s'inscrivent. Le taux d'analphabétisme étant encore très élevé, le gouvernement prend des mesures pour accentuer la lutte. Création de 4 directions, dont celle de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants. Et cette direction a en charge d'alphabétiser les populations peu ou pas scolarisées, de développer toutes les actions de lutte contre l'analphabétisme, de sensibiliser les populations adultes aux droits d'éducation des femmes et des minorités, de proposer des actions visant à la digitalisation des programmes d'alphabétisation. Sur le terrain, elle s'efforce de mener des actions de sensibilisation et d'alphabétisation. Nous venons d'ailleurs d'effectuer une mission de sensibilisation à Bundiali, à Sinematali et à Korogo et à Odieni. Quand nous arrivons sur le terrain, nous rencontrons les chefs coutumiers, les chefs religieux, les autorités administratives, les autorités politiques. Tout cela, nous allons les sensibiliser, leur expliquer le bien fondé vraiment de l'alphabétisation. L'alphabétisation, un chantier qui n'est pas de tout repos. Pour l'accompagner, la direction de l'éducation non formelle, elle appuie la première cité en ramenant à l'école les enfants qui ont quitté par la force des choses le système scolaire ou qui n'ont jamais été scolarisés à travers des classes passerelles. Les missions de la direction de l'éducation non formelle, il y en a 7 que nous pouvons résumer en 3 points. De sorte à assurer le droit à l'éducation des enfants concernés et assurer leur
insertion ou leur réinsertion. En 2021, 12 classes passerelles créées qui offrent ainsi 28 semaines de cours aux apprenants. 3 975 élèves inscrits. Et sur ces 3 975 élèves inscrits, au terme des 28 semaines de formation-apprentissage, 3 014 enfants sont proposés à l'intégration. Les deux directions plaident pour une subvention des activités menées par les initiatives privées, l'implication des cadres et des élus locaux dans la lutte contre l'analphabétisme. Les autorités, elles, font le pari ambitieux de réduire le taux d'analphabétisme à 20% d'ici 2025. Un plan d'action concret est déjà élaboré à l'occasion des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est également la rentrée scolaire 2023-2024. À quelques jours du démarrage des cours, les parents s'activent, les librairies sont prises d'assaut par les parents. Nos équipes sur le terrain nous font le constat. C'est une semaine bien chargée pour les employés de cette librairie implantée à Cocody-Saint-Jean. À quelques jours de la reprise des classes, les rayons ne désemplissent pas. Les parents d'élèves affluent pour se procurer livres et cahiers. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la rentrée scolaire. Donc nous sommes venus prendre quelques documents pour nos enfants afin de pouvoir parfaire leur rentrée scolaire. Moi particulièrement, j'ai déjà tout acheté, mais il me reste quelques livres. Donc comme lundi est la rentrée, il fallait que je vienne aujourd'hui pour acheter rapidement ce qui me reste. Quand un enfant a tous les livres aussi, il est à l'abri des demandes à ses amis. En cette période de rentrée scolaire, la librairie accueille en moyenne 200 visiteurs par jour. Une affluence record qui n'est pas sans impact sur la rentabilité de l'entreprise. Du fait de l'affluence, il y a des stocks de certaines marchandises qui s'épuisent avant même qu'on ait fini la rentrée, je vais dire. Et puis donc nous sommes amenés à renouveler le stock. À une dizaine de kilomètres, c'est aussi l'engouement autour des fournitures scolaires dans cette autre librairie à la Riviera Palmeraie. Ces derniers jours, les clients se comptent par centaines. En cette période, nous avons à peu près 600 personnes qui viennent faire des achats par jour. La rentrée scolaire, c'est la vache à lait de la librairie. Après la rentrée scolaire, ça devient calme. Si la période est favorable pour les libraires, certains parents pointent néanmoins du doigt le coût élevé des articles. Les enfants sont privés et puis il faut encore payer les fournitures. Les fournitures sont devenues chères. L'année passée, par rapport à aujourd'hui, les prix sont montés. Ce que nous attendons de nos enfants, qu'ils nous rendent un meilleur résultat à la fin. Ça nous fait plaisir, nous fait oublier la cherté des ouvrages. Maman est venue acheter les fournitures et cela me motive à bien travailler à l'école pour être excellent et rendre mes parents heureux. Plus loin dans la commune d'Adjamé, chez les libraires du secteur informel, les clients se comptent sur le bout des doigts. Un vide qui laisse place à l'ennui. Aboubakar reste toutefois optimiste. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas assez d'engouement, mais ça s'explique. Les parents préfèrent attendre d'avoir la liste avant de venir faire les achats. Mais jusqu'à la semaine prochaine, alors tout va rentrer en ordre. Aboubakar a plus d'une raison d'espérer, d'autant plus que certaines personnes voient en ce type de librairie une véritable aubaine contre la cherté des fournitures scolaires. Les librairies informelles sont accessibles et les prix sur les articles sont discutables. Quand tu viens, on peut te dire un prix, mais il peut arranger le prix, peut diminuer. Voilà, vous pouvez vous entendre facilement. Mais les librairies formelles, c'est déjà fixé. On ne peut rien discuter. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'article. C'est ce lundi 11 septembre que s'entamera l'année scolaire 2023-2024. C'était un commentaire de Khalil Diomandé. C'est également la rentrée académique au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministre de tutelle mobilise ses acteurs pour une année réussie. Ce vendredi, au lycée technique de Cocody, Nguessan Kofi a galvanisé les experts du secteur pour un enseignement technique et professionnel de qualité en Côte d'Ivoire. Issaïe Otionan. À l'entame de chaque année scolaire, le ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage organise une rencontre avec les experts académiques de son système. Cette année, la tradition est respectée. Occasion pour les responsables syndicaux de reconnaître les efforts faits pour un enseignement technique et professionnel de qualité. Les organisations syndicales se sont appropriées l'esprit et la lettre
de la trêve sociale 2022-2027, signé le lundi 8 août 2022 entre le gouvernement ivoirien et les centrales effectuées syndicales. En plus des acquis dont ont bénéficié l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, il reste encore en suspens l'ouverture effective des discussions sur les revendications sectorielles. Au lycée technique, le ministre Kofi Nguessan met à profit cette réunion pour parler des réformes de son secteur. Nous visons principalement deux choses. D'abord, accroître les capacités dans le secteur de la formation professionnelle et améliorer l'enseignement et la formation de sorte à attirer le maximum de jeunes dans le sous-secteur, de sorte aussi à former au métier et à satisfaire les besoins des entreprises. Donc, pour l'année qui va commencer, nous allons poursuivre ces efforts de réhabilitation, de construction, mais aussi de renforcement des capacités des enseignants d'abord, des formateurs, et rechercher aussi des partenariats, de faire en sorte qu'il y ait cette mobilité au niveau de notre sous-secteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, présent à cette cérémonie de rentrée académique, salue l'énorme travail abattu par son homologue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre système éducatif dans sa globalité se caractérise par quelque chose qui est connu, l'inadéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. Et l'une des stratégies mises en place par le gouvernement pour remédier à ce problème systémique, c'est de faire en sorte que notre dispositif d'enseignement technique et de formation professionnelle soit renforcé. Donc aussi bien en termes de quantité d'apprenants, mais également en termes d'offres de formation dans ce sous-secteur. L'année académique 2023-2024 au niveau de l'enseignement technique et professionnel est subdivisée en 2 semestres. Le premier démarre le lundi 11 septembre 2023 pour s'achever le vendredi 12 janvier 2024, quand le second est prévu du lundi 12 février 2024 au vendredi 14 juin 2024. Pas de pénurie de riz sur le marché ivoirien. Ce sont entre autres quelques mots du ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, à l'issue de la séance de travail qu'il a eue avec les importateurs de cette spéculation ce vendredi à son cabinet au Plateau. Au cœur des échanges, les conséquences des perturbations du marché mondial du riz sur le marché ivoirien. Dangui. Les tensions sur le marché mondial du riz ouvrent la porte à une augmentation du prix de cette denrée alimentaire sur le marché ivoirien. C'est ce qui ressort de la séance de travail que le ministre du Commerce a eue avec les importateurs de riz ce vendredi à son cabinet au Plateau. Le prix du riz sur le marché international a subi quelques perturbations. L'Inde a interdit l'exportation de certaines qualités de riz. Le Vietnam connaît une augmentation de prix suite à une forte demande. Le Pakistan, lui, a mis un prix minimum à l'exportation. Toutes ces choses mises bout à bout ont fait que les prix à l'international du riz ont augmenté. Nous travaillons donc avec le gouvernement pour voir comment, ensemble, on va essayer de maintenir au maximum les prix. Bien sûr, il y a une augmentation qui est de fait, mais nous travaillons ensemble pour qu'elle soit la plus raisonnable possible pour le consommateur ivoirien. Du reste, le ministre du Commerce se veut rassurant. Je peux rassurer les populations que nous travaillons à ce que ces augmentations soient contenues pour ne pas impacter significativement le pouvoir d'achat de nos populations. Et leur dit également que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un stock disponible de riz qui permet de couvrir en tout cas plusieurs mois, je veux dire les prochains mois, en termes de consommation. Il n'y a pas de pénurie de riz en Côte d'Ivoire. Donc il ne sert à rien que les consommateurs puissent aller faire des achats paniques en fait au niveau des supermarchés, au niveau des magasins. Par ailleurs, le ministre Souleymane Diarra-Souba assure que le combat de la Côte d'Ivoire pour atteindre l'autosuffisance en riz se poursuit. Le gouvernement est en liaison avec pas mal d'institutions, notamment la Banque africaine de développement et d'autres institutions, en tout cas pour mobiliser les moyens qu'il faut dans les zones qui sont propices en fait à cette production, à l'effet que cela puisse se faire. Mais la volonté du gouvernement, je peux dire, au cours des prochaines années, c'est de pouvoir avoir l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire importe plus de 1 400 000 tonnes de riz par an.
Toujours avec notre porteur Dangui, rendons-nous au cabinet du ministre Sidi Temoko Touré, où un accord cadre a été signé ce jeudi avec l'Institut ivoirien de l'entreprise. Cette collaboration vise entre autres à mobiliser l'expertise de cet institut en matière d'encadrement des PME. Développement des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire, notamment dans la pisciculture, l'apiculture et l'aviculture. Le gouvernement mise sur l'accord cadre signé entre le ministère en charge de ces départements et l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE, une structure sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. L'INIE a un programme qui s'appelle Clonix, qui vise à modéliser des projets et à terme aboutir à faire des champions nationaux. Et le ministère des Ressources animales et halieutiques a des projets dans les domaines aquacoles, avicoles, de l'élevage porcine, de l'élevage ovine. Et donc l'INIE peut réellement avoir une grande synergie avec ce ministère-là pour pouvoir aider à mettre en place des promoteurs, à les installer, à les accompagner techniquement, financièrement, pour qu'ils puissent devenir véritablement des champions nationaux à terme. Donc des modèles seront ainsi formulés pour que nos jeunes que nous formons, soit pour 1 ou 2 semaines, quand ils sortent, on leur donne certes des kits d'élevage, mais en plus de cela, ils reçoivent une formation complémentaire qui porte sur l'administration entrepreneuriale, voilà, pour faire rentabiliser leur initiative. Donc c'est un peu ça l'intérêt de ce rapprochement. Selon Sidi Temoko Touré, la signature de cet accord cadre entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE s'ajoute au dispositif déjà déployé par le gouvernement pour industrialiser l'économie ivoirienne et affranchir les populations de la pauvreté et de la vulnérabilité. Une note de santé, le 8 septembre marque également la journée mondiale du cœur et pour matérialiser cette journée, l'ONG des personnes victimes de l'AVC a initié une opération de dépistage gratuit dans la commune de Yopougon pour prévenir les risques d'AVC et les maladies liées au cœur. Khalid Diomondé. La main droite paralysé à l'âge de 33 ans, Romuald échappe in extremis à la mort des suites d'un accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC. Il en a fait aujourd'hui son cheval de bataille à travers une ONG. À l'occasion de la Journée mondiale du cœur, ses équipes et lui initient une opération de sensibilisation et de dépistage gratuit contre les maladies artérielles, l'obésité et le diabète à l'endroit des populations de Yopougon-Selmer. J'ai travaillé dans une grande société et j'étais chef du personnel syndicaliste. Quand j'ai fait l'AVC, j'ai fait 1 mois dans le coma. J'ai oublié mon propre nom. C'est important pour faire la prévention, le dépistage précoce. Voilà. C'est mieux de prévenir que de guérir. L'AVC, c'est vraiment le tueur silencieux. Les causes là, il y a des personnes qui peuvent hériter de l'AVC d'un parent. Il y a tout ce que maintenant nous consommons aussi. Voilà, notre alimentation, le tabagisme, l'alcoolisme aussi récurrent, régulier. Ce que je peux dire aux populations pour ne pas être surpris par un AVC, c'est aller en consultation pendant qu'on ne se sent pas malade. Jeunes et vieux voient bien en cette opération un moyen pour se prémunir contre les pathologies liées au cœur, singulièrement contre l'AVC. L'AVC fait peur parce que tu as l'AVC, tu ne peux plus rien faire. Ça fait peur. Et puis ça ne prévient pas. Donc il faut toujours chercher à vraiment connaître ton état de santé. J'encourage l'ONG, ce qu'il est en train de faire pour la santé de la population. Vu que l'AVC, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde, c'est pour cela que ce matin, j'étais juste de passage et j'ai vu. Donc je suis venu me faire dépister. Et j'invite aussi mes amis à venir se faire dépister parce qu'on ne sait jamais. Chaque année en Côte d'Ivoire, près de 15 000 personnes sont victimes de l'AVC avec 10 000 décès, selon la plateforme Allo Docteur Africa. L'actualité internationale nous conduit au Mali, au Sénégal et à Cuba avec Abdoulaye Koné. Mali, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués dans 2 attaques terroristes, selon un bilan encore provisoire. Cette offensive a visé un bateau de transport de passagers et une base de
dans le nord du pays. Un deuil national de 3 jours a été décrété à compter de ce vendredi. Dans le conflit en Ukraine, 17 personnes ont été arrêtées à Cuba en raison de leurs liens présumés avec un réseau de trafic opérant depuis la Russie. Le gouvernement ukrainien avait expliqué auparavant qu'il s'efforçait de neutraliser et de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains qui opère à partir de la Russie pour incorporer des citoyens cubains au sein des forces militaires impliquées dans des opérations militaires en Ukraine. Et puis, au Sénégal, l'artiste-chanteur Youssou N'Dour a démissionné de son poste de ministre conseiller auprès de Macky Sall. Il a quitté par la même occasion la coalition présidentielle. Proche de Macky Sall depuis 2011, l'artiste à la renommée internationale est aussi à la tête de son propre mouvement, Fekesi Ball. Pour de nombreux observateurs, le chanteur prend ainsi ses distances avec le chef de l'État, qui n'est plus candidat à la présidentielle de 2024. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 6h30.